L'invité de Smart Impact, c'est Benoît Yamenge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de 15. Ça fait quoi, une quinzaine d'années, plus de 15 ans d'expérience. Si on doit faire à la fois un bilan et puis un point d'étape, vous en êtes tout du développement de 15? Alors, donc 15, on est une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui déploie des systèmes de vélo en libre service. Ouais. Donc, on s'adresse aux collectivités. Et aujourd'hui, en termes de développement, on continue de se déployer en France, où on a beaucoup de villes sur lesquelles on est partenaire, et aussi à l'international, en Espagne, en Allemagne et dans d'autres pays. En préparant l'émission, j'étais assez surpris, parce que bon, on dit vélo en libre service, ok. Vous avez déposé pas mal de brevets. Enfin, c'est un métier d'innovation. Alors, je veux bien. Quelles innovations? De quoi on parle? C'est un métier d'innovation. Alors, nous, notre activité, c'est vraiment de concevoir l'ensemble des systèmes qui sont nécessaires au vélo en libre service. Donc, c'est à la fois le matériel, les vélos, les stations de recharge qui vont permettre de recharger les vélos, de les stationner dans l'espace public, et toute la partie logicielle qui permet d'accéder à ce service. Donc, à la fois les applications utilisateurs, les applications pour les gens qui font la maintenance des vélos. Et donc, sur ces trois aspects-là, on a des innovations. Alors, sur la partie borne de recharge, par exemple, on a une innovation où on met les vélos qui ne sont pas accrochés comme des Vélib les uns sur une borne individuelle, mais des vélos qui s'empilent un peu comme des caddies de supermarché, ce qui permet d'avoir une emprise au sol qui est beaucoup plus faible, beaucoup moins de place dans la ville, voilà, qui est beaucoup moins cher, beaucoup plus facile à installer. Donc ça, c'est une innovation matérielle. On a des innovations autour de la connectivité des vélos. Nos vélos sont très connectés, ça permet de les diagnostiquer en permanence, ça permet de savoir dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont en état de rouler, est-ce qu'ils sont au bon endroit, avec des algorithmes qui permettent de savoir où est-ce qu'il faut les mettre pour être le plus efficace possible. Donc c'est ce genre d'innovation à la fois sur le matériel et le logiciel qu'il y a derrière tous ces brevets. Vos vélos, ils sont déployés où? Principalement dans des grandes villes? Le premier axe de déploiement ou de développement de 15, est-ce que c'était tout de suite les grandes villes ou pas? Historiquement, c'est plus les grandes villes, parce qu'historiquement, les grandes villes étaient plus équipées en système de vélo en libre service. Avec notre système, et notamment ce système plus compact et moins cher, on arrive à adresser un besoin de petites villes ou de villes moyennes beaucoup plus facilement. Et du coup, depuis maintenant quelques années, c'est beaucoup plus sur les villes moyennes qu'on se déploie, parce que ces villes, d'une part, ont décidé de s'équiper sur des systèmes de vélo en libre service, ce qui n'était pas le cas avant, et on a un système qui permet de répondre à leurs besoins. Donc on se déploie beaucoup. Aujourd'hui, on est sur 25 villes. Alors, il y a des grandes villes comme Marseille, mais il y a des petites villes aussi petites que Landerneau en Bretagne. Alors, on va prendre ces exemples. Il y a aussi l'exemple d'Auxerre et des communes avoisinantes sur lesquelles on va revenir. Mais sur le déploiement du vélo, alors, je vais simplifier, en zone rurale, c'est l'œuf et la poule, quoi. C'est-à-dire que c'est la demande qui fait l'offre, ou c'est parce que une communauté de communes ou un département crée les pistes cyclables que d'un seul coup vous pouvez arriver? Comment vous l'analysez, ça? Alors en fait c'est la combinaison de tout qui fait que la pratique cyclable va se développer sur un territoire. Effectivement, les infrastructures, c'est quelque chose qui est clé dans le fait de pouvoir se développer. Entre l'œuf et la poule, c'est comme attendre que les gens traversent une rivière à la nage pour construire un pont. En fait, non, ils vont juste aller ailleurs. Tant que vous n'avez pas construit l'infrastructure, elle n'est pas utilisée. Donc c'est vrai que l'infrastructure cyclable est un élément clé pour le développement de la pratique. Donc il y a un volontarisme des collectivités. Il y a un volontarisme, locales, mais c'est vraiment une combinaison d'infrastructures, de services, et c'est tout ça qui va faire que la pratique va se développer. Prenons l'exemple donc d'Auxerre et je crois une vingtaine de communes environnantes, c'est ça, déployées depuis mai 2023. Donc on commence à avoir un peu de recul. Justement, quel effet sur la pratique du vélo? Alors Auxerre, c'est un très bon exemple. On a combiner deux services en un seul service. On a combiné à la fois du vélo en libre service classique, c'est-à-dire que vous prenez un vélo pour un trajet, pour 20 minutes, pour 3 km en moyenne à peu près, ou vous pouvez prendre un vélo en location longue durée, c'est-à-dire que vous prenez votre vélo à la station, mais vous le gardez pour vous pendant 6 mois. Et donc c'est votre vélo personnel, vous rechargez la batterie chez vous et vous l'utilisez comme un vélo personnel. Et en fait, la combinaison de ces deux services, à la fois la longue durée et le libre service, permet d'adresser des populations différentes, permet d'adresser des besoins différents et permet de développer la pratique encore plus rapidement. Et aujourd'hui, à Auxerre, on a des niveaux de pratique de l'ordre de 2 à 3 trajets par vélo et par jour qui sont des niveaux de pratique de grandes villes. Donc ça marche très très bien. Vous imaginiez que ça marcherait aussi bien? Il y avait une demande forte des habitants. J'essaye là encore de revenir à la question de l'œuf et la poule. Comment finalement
une ville, une communauté de communes se dit tiens, on va booster le vélo chez nous, quoi. Je pense que le point de départ, la jeunesse, c'est la volonté de la ville, de la communauté d'agglomération. C'est vous qui les démarchez ? Alors, nous, on les approche, nous, on les conseille, on les aide au départ. On les aide parfois à donner l'impulsion pour le service. Parfois, la volonté préexiste et on est là plus pour les accompagner sur la manière de traduire ça. En l'occurrence, il y avait une vraie volonté qui existait sur le territoire. Nous, on a présenter ce qui était faisable et notamment cette combinaison qui est un peu unique dans le milieu de combiner l'allocation longue durée et le libre-service dans un seul service. Et ça a vraiment résonné dans les besoins de la ville et dans le fait d'adresser des populations différentes. Et vous disiez, il y a une ville encore plus petite. C'est Landerneau en Bretagne. Landerneau, voilà, je savais que c'était en Bretagne et le nom me revenait pas. Alors Landerneau, c'est combien d'habitants et quel service ? Alors Landerneau, ça doit être à peu près 20 000 habitants. Je pense que l'agglomération doit atteindre les 40-50 000 habitants. C'est aujourd'hui une centaine de vélos, un peu moins de 100 vélos qui sont en circulation. Et c'est aussi un service qui, j'allais dire étrangement, mais qui marche alors qu'on est sur une petite ville. Parce qu'en fait, on a un système qui permet dans des zones où on a des transports publics qui ne sont pas très denses. On n'est pas à Paris, on n'a pas un bus toutes les 30 secondes, on n'a pas un métro toutes les minutes. Et dans ces zones-là, en fait, ce service-là, il apporte de la mobilité en plus, et notamment pour les jeunes. Et donc, ce qu'on voit dans ce genre de zone rurale, notamment, c'est que les jeunes qui n'ont pas forcément de voiture, qui n'ont pas forcément d'autres moyens de se déplacer, vont utiliser beaucoup les services vélo. Alors, il y a un autre exemple que je trouve vraiment très intéressant, c'est avec la région, la Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine Mobilité, parce que donc, partenariat avec une région, forcément, on est dans une autre dimension, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on est dans une association vélo et train. De quoi il s'agit ? Racontez-nous. Le vélo, sa limite, c'est quand même la distance. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on doit faire 30, 40, 50 km, il a du mal à se suffire à lui-même. Donc, sur des distances qui sont plus longues, le vélo, pour développer sa pratique, on a besoin de le combiner à d'autres modes de transport. Là, l'idée qu'il y a sur Nouvelle-Aquitaine Mobilité, sur Nouvelle-Aquitaine avec Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui est l'opérateur, l'organisme de gestion des transports de la région, c'est de déployer un système de vélo le long d'une ligne de TER. C'est-à-dire que vous arrivez à la gare par vos propres moyens, avec votre vélo personnel ou avec votre voiture d'ailleurs, vous prenez le TER et sur votre gare d'arrivée, vous avez un vélo que vous allez pouvoir louer pour la demi-journée, pour la journée, et qui va vous servir pendant toute la durée de votre séjour, entre guillemets, sur votre gare de destination. Et donc ça permet d'apporter une solution à des gens qui, avant, prenaient la voiture sur l'ensemble du trajet, parce qu'ils n'avaient pas forcément de solution à l'arrivée, mais le fait d'avoir une solution à l'arrivée du TER permet de rendre le TER lui aussi un peu plus sexy et de se dire finalement maintenant j'ai ma solution, c'est très capillaire, on a un vélo donc on peut aller où on veut sur la zone de destination. C'est le même abonnement, c'est-à-dire je suis abonné pour prendre le TER, je vais avoir le vélo dans la foulée, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a l'abonnement au service vélo qui vient avec. Avec quel défi ? Parce que alors là, on est sur une longueur, la ligne elle fait combien ? Elle doit faire 150 km. D'accord. Et le défi est opérationnel effectivement. Oui, parce qu'il y a combien de stations ? Il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de stations. Alors il y a sur la ligne de TER, il y a 9 gares. Et des stations où on trouve des vélos. Et après il y a une station à chaque gare. Et après dans les grandes villes, sur Royan, sur Angoulême, il y a des stations aussi un peu partout dans la ville. Vous me voyez venir avec ma question, c'est-à-dire que comment vous assurez la maintenance sur 120 ou 150 km et sur une trentaine de stations. C'est effectivement un défi qu'on a moins sur des systèmes des systèmes classiques. Là, on a tout simplement positionné l'atelier à peu près au milieu de la ligne de TER. Et donc, l'équipe rayonne sur l'ensemble de la ligne avec une organisation qui est effectivement particulière parce qu'on est sur un système qui est tout en longueur, alors que d'habitude, on est sur des systèmes plutôt concentriques. Et est-ce que l'innovation dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'autodiagnostic, vous sert particulièrement dans un contexte comme celui-là ? L'autodiagnostic, ça permet d'être beaucoup plus efficace dans les opérations. C'est-à-dire que vous n'allez pas sur une zone en vous disant « je vais regarder l'état du vélo », vous allez sur une zone parce que vous savez que dans cette zone-là, il y a 3 vélos qui sont à réparer, il y a 3 vélos on doit faire de la maintenance préventive. Et donc, le fait d'avoir ce diagnostic à distance, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace et du coup de cibler et de prioriser vos interventions. Et du coup, sur une zone
de cette taille-là, effectivement, c'est assez clé. Ça s'appelle Vélo Modalis, c'est ça? Vélo Modalis. C'est quoi? C'est en train de devenir une marque régionale, si je comprends bien. Exactement, c'est la marque de la région. Donc Modalis, c'est le système, le MAS de la région. Et donc on a utilisé cette marque de la région pour le service vélo. Merci beaucoup Benoît Yamonje et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la santé mentale, grande cause nationale 2025.